Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux et nombreux à cette invitation. Merci pour cette introduction. Merci à la Banque cantonale de Genève de nous recevoir ici. Bonsoir à toi, Johan, car on se tutoie dans la Oui, vraie vie. Nous sommes ici pour cette conférence qui t'est consacrée à ta vie, à tes expériences au cœur des plus grands événements de football que tu as connus sous bientôt presque toutes les formes possibles. Spectateur d'abord, joueur, commentateur, bientôt dirigeant, un jour peut-être entraîneur, arbitre, ça c'est moins sûr. Tu as un parcours de vie extraordinaire au sens propre de ce mot et tu as pourtant seulement 37 ans. C'est aussi pour parler de ça que nous sommes ici aujourd'hui, pas seulement de ce que tu as fait sur le terrain pour l'équipe de Suisse, les chiffres ont été donnés, ton nombre de sélections, les clubs que tu as fréquentés, mais aussi comment tu t'es construit comme personne au contact des plus grands du monde du football, on va le voir, mais aussi dans l'adversité. Je ne peux pas commencer cette conférence sans vous donner un petit peu le contexte dans lequel elle se déroule. Toutes et tous, nous sommes parfois rattrapés par les événements difficiles de la vie. Et Johan, tu as choisi de venir ici ce soir malgré la souffrance qui est la tienne, car tu as, il y a quelques jours, perdu ta maman. J'aimerais te remercier pour ta présence au nom de toutes les personnes qui sont ici. Et je crois que tu voulais dire quelques mots à ce propos. oui. Je voulais surtout souligner le fait que je pense que lui rendre honneur, c'était d'être présent. C'est quelque chose qu'on avait déjà organisé depuis un petit moment et je sais qu'elle est fière d'où elle est. C'était soudain, c'était tragique, mais il me devait de répondre présent pour être avec vous ce soir. Et voilà, qu'elle repose en paix et je pense elle est aussi avec nous dans la salle. Merci beaucoup, Johan. On va en parler parce que évidemment, dans la vie du jeune Johan qu'on a ici à l'image, très vite il y a eu des rêves lorsque tu es arrivé en Suisse. Comment ils naissent et comment est-ce que tu te construis, si on peut utiliser ce verbe-là, pour l'enfant que tu étais en Suisse et ici à Genève? Alors, très rapidement, honnêtement, c'est vrai que déjà en Afrique, j'étais un amoureux de football. Le ballon était partout dans la maison, partout dans les rues. Je courais tout le temps après le ballon. Et le fait d'avoir été adopté justement par ma maman m'a beaucoup aidé de me rapprocher de ce fameux rêve. Et c'est vrai qu'elle a tout fait pour pouvoir me permettre de justement essayer d'atteindre ce rêve par rapport à son travail, par rapport à l'adaptation de ses heures de travail, de travailler un petit peu moins, laisser le 100% et de passer à 50% assez rapidement pour justement me soutenir dans cette quête. Donc le rêve était toujours là, il ne m'a jamais quitté. Et j'ai eu la chance par après de le réaliser. Mais c'est vrai que souvent on oublie l'importance d'un accompagnant, d'un parent, d'une personne qui croit en vous, qui a cru en moi et qui n'a jamais douté en fait, qui m'a toujours soutenu, qui a voyagé partout dans la Suisse et dans le monde pour pouvoir me voir évoluer. Donc c'est clair que c'était fort et je l'ai très très vite senti à mon très très jeune âge aussi. Ça t'a porté, en plus du talent qui était le tien, qui a été très précoce? Je pense oui, il y a clairement ce sentiment de ne pas vouloir décevoir les gens qui te soutiennent. En fait, je pense que moi, ça a été très très fort, que quand les gens investissaient en moi, en fait, j'avais cette volonté de leur rendre. Et la chose que je savais faire ou que je pouvais super bien faire, c'était justement d'être fort sur le terrain. Et après, bien sûr, d'en faire une carrière, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'était ma volonté de pouvoir rendre à ma maman et à ceux qui m'ont soutenu pendant tout ce parcours, de rendre le nom fier ou de les rendre fiers en me voyant évoluer sur le rectangle vert. Les raisons d'être fier commencent très tôt. J'en profite pour préciser que cette discussion est enregistrée. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de la revoir sur le compte de la Banque cantonale de Genève, le compte YouTube. À la fin, la possibilité aussi pour vous de poser des questions. Je crois savoir qu'un QR code se trouve derrière moi. Vous pouvez le scanner et écrire vos questions, mais aussi le bon vieux micro à la fin pour les questions qui, elles, ne seront pas filmées. Voilà, ça c'est précisé. Tu as 16 ans
lorsque tu arrives à Arsenal. Et à l'époque, ça ne se voit pas, ça ne se fait pas de voir un jeune joueur suisse partir si tôt. On a même plutôt tendance à dire non mais ça va pas marcher, c'est une erreur. Et toi, tu le fais. Et en plus, tu arrives dans un club qui est au sommet du football anglais. On sort de la saison des Invincibles, hein, les Invincibles, qui viennent de gagner le titre sans perdre le moindre match. Et toi, tu arrives dans cet univers-là en partant de Carouge. Comment est-ce qu'on embrasse cette nouvelle vie et comment on fait pour pas être rapetissé par toutes ces grandes choses autour de soi, ces grandes stars, ce grand vestiaire, tout? Il y a plein de choses en fait qu'on prend en compte à ce jeune âge et à 16 ans. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe, mais mon chemin de vie m'avait déjà beaucoup aidé. Le fait que je sois arrivé en Suisse à 17 mois, que j'ai été adopté, que j'ai dû laisser ma maman biologique, toutes ces épreuves en fait m'ont amené à grandir plus vite que ce que je devais et d'arriver en Angleterre devant Arsène Wenger qui m'a totalement pris comme un de ses enfants. M'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer. L'intégration a été très importante, mais de nouveau, ça va au-delà parce que le rêve était si grand. Et on le sait, je pense que c'est délicat. Si on devait demander aux gens combien de personnes vivent de leur rêve, le pourcentage serait très très bas. Et pour moi, c'était justement l'occasion de me frotter au plus grand, de voir comment ça se faisait au plus haut niveau, de côtoyer un des plus grands entraîneurs du monde, de côtoyer des Thierry Henry, des Patrick Vieira, qui sont des grands champions de ce monde. Donc c'était le challenge. En fait, je pense que le challenge m'animait, le challenge me donnait en fait cette force d'aller me frotter et de pouvoir grandir aussi en tant que footballeur et en tant qu'homme. Quitte à mettre le pied, même contre les grands, les stars. Exactement. Et pour l'anecdote, c'était ça, c'est qu'un jour, Thierry Henry vient après l'entraînement et me dit, mais en fait, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu n'as pas peur. C'est que si tu dois mettre un tacle à moi, Thierry Henry, ou à un autre, Denis Bergkamp, ou à Patrick Vieira, tu le feras, parce que justement, ça fait partie du jeu. Oui, tu cites Denis Bergkamp, parce que c'est vrai que il y a ces noms, évidemment, Henry, Vieira, les autres, mais tu as joué avec Denis Bergkamp, que beaucoup d'entre nous connaissent. J'aimerais que tu nous dises quelques mots de comment dire, de cet antagonisme entre à la fois un entraîneur qui est très protecteur, tu dis, qui te prend comme un fils, qui essaie de t'accompagner le mieux possible, et ce monde hyper concurrentiel qu'on imagine tous, où c'est la loi pour gagner, pour réussir dans le monde professionnel, avec peut-être des coups bas parfois, des choses qui sont faites dans le dos. Comment tu navigues entre ces deux-là, la bienveillance d'un côté et un monde hyper rude de l'autre? La chose qui était importante en fait à Arsenal, c'est qu'on a vraiment ce sentiment de faire partie d'une famille. Je pense que tous les joueurs qui sont passés sur l'ère Wenger diront la même chose, c'est qu'il y avait ce côté, cette transparence qu'il avait avec ses joueurs, donc il expliquait les situations, que voilà, si tu joues aujourd'hui, ben, c'est parce que tu le mérites, ou si tu ne joues pas le prochain match, c'est parce que aussi tu as été moins bon, donc ça nous mettait en fait face à nos responsabilités. Et j'ai trouvé ça vraiment très appréciable en tant que jeune joueur de savoir qu'il fallait à chaque fois que je me démène pour avoir la chance de pouvoir jouer. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est féroce parce qu'un jour on joue, un jour on ne joue pas, un jour on est blessé, donc on n'est plus considéré. Et c'est vrai que c'est difficile à encaisser, mais la chose qu'on avait avec Arsène Wenger, c'était justement cet homme qui était si droit et qui donnait en tout cas, ou qui amenait de la substance et des explications à chaque situation qu'on n'a pas tout le temps. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en tant que jeune garçon, parce que j'avais que 16 ans et 17 ans et 18 ans, et je continuais à me former à chaque fois. Donc son aide et son soutien ont été les éléments très très importants pour mon développement. Je me sers du contexte dans lequel on se trouve, hein, le management. Il se retrouve partout, dans tous les domaines. Et qu'est-ce que tu apprends déjà de ce point de vue-là d'un homme comme Arsène Wenger, justement cette droiture qui était la sienne? Finalement, souvent aujourd'hui, les entraîneurs de football donnent des cours, des masterclass de management. C'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien, parce qu'ils sont... En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens sont dans des métiers qui sont vraiment à haute pression.
Aujourd'hui encore plus avec l'aspect des médias qui a grandi, les réseaux sociaux où tout le monde sait mieux que tout le monde. Et c'est compliqué en fait d'avoir justement un élément clair ou on va dire une vision claire de ce que réellement la personne pense. Mais ce qui était sûr pour nous en tant que joueurs, c'est qu'Arsène Wenger avait une ligne. Et qu'elle était claire, elle était transparente, elle était sincère, elle était juste. Et du moment où tu dépassais ou que tu faisais du mauvais coton, tu sortais du cadre, par exemple. Mais il y a vraiment des gens comme ça, des entraîneurs qui marquent une vie. Et Arsène Wenger, ça a vraiment été son cas. Il n'a jamais fait de coup bas, même si des fois on aurait envie de se dire, ben écoute, tu as été nul aujourd'hui. Ben, si tu as été nul, il te le dira franchement. Et ça, c'est ce genre de manager-là que j'aime, qui ont le courage de dire les choses comme elles sont. Ils ne feront jamais de coup bas, viendront et nous dire, OK, les gars, ça n'a pas été bon aujourd'hui, ou Joe, tu as été mauvais, et tu vas t'asseoir sur le banc quelques matchs parce que je ne suis pas content de tes performances. Et c'était vraiment cet homme-là. Et donc, à peine as-tu commencé à Arsenal, tu as disputé tes premiers matchs, te voici à la Coupe du Monde 2006. Et t'as pas encore 20 ans, hein. Non. Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Tu te retrouves à entrer à 15 minutes de la fin contre la France de Henry, que tu retrouves. Zidane, Ribéry. Est-ce qu'on se dit au moment d'entrer, mais je suis vraiment là, c'est vraiment possible, ou on n'a pas le droit de laisser ces pensées-là nous parasiter? Ah bah, pour la petite anecdote, avant de rentrer, j'ai mis mon maillot à l'envers. Donc c'est pour dire le stress. J'ai mis mon maillot à l'envers parce que, en fait, toute cette saison a été irréelle pour moi parce que je faisais mes premiers pas en équipe de Suisse au mois de mars en Écosse et il n'y avait pas eu de match on va dire, de qualification avant ça. Avec 2 sélections avant la Coupe du Monde. Exactement, j'avais que 2 sélections avec un match notamment qui avait été très important pour moi ici à Genève contre l'Italie. Mais c'est un rêve éveillé. En fait, c'est quelque chose dans lequel tu as toujours rêvé. J'avais des posters dans ma chambre de Zidane, de Thierry Henry, de Saïd, de tous ces grands joueurs français. Et je me vois en fait voilà, sur le banc à rentrer, à aller en compétition avec eux et devoir en fait faire ma place. Et c'est vrai que c'était irréel. Et même quand je revois cette image-là, je me dis que j'étais si jeune, mais ce rêve était si grand dans ma tête que voilà, je devais le vivre. Et j'ai eu de la chance et je suis un privilégié d'avoir pu vivre des moments pareils. Et tu as vécu des Euros, des Coupes du Monde jusqu'en 2018. Qu'est-ce qui te reste de ces grands événements internationaux qui sont des moments où le monde entier a les yeux rivés sur ton équipe, le jour où elle joue, sur toi, au moment où le ballon t'arrive? Qu'est-ce qui reste? En fait, souvent, c'est le paradoxe, hein. On a envie de se rappeler des victoires, on a envie de se rappeler des défaites ou des moments un petit peu plus compliqués, mais tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Tous ces moments passés avec l'équipe dans les camps de base, tous ces moments de discussion entre nous à rêver de quart de finale ou de demi-finale, ou tous ces moments où il faut se remettre en question après un moment compliqué. Je me rappellerai toujours du match 2014 contre l'Argentine, par exemple. Ce fameux match qui était exceptionnel pour une Suisse qui grandissait et enfin rivalisait avec les plus grands. Et on est passé à 2 pas de créer l'exploit. Mais tout ce qu'il y a après, en fait, ces regards avec Hitzfeld, ces pleurs, ces larmes de joie et ce fait enfin de réaliser que la Suisse a rivalisé avec une grande nation et aurait dû gagner, par exemple. Donc tous ces moments si forts qui donnent la chair de poule, et même aujourd'hui, quand j'y repense et qu'on en parle avec les gens dans la société ou même avec la famille, on se dit, mais en fait, qui aurait pensé que la Suisse aurait pu réaliser de telles performances? Et en fait, on en fait partie. Et souvent, j'ai envie de dire que ces équipes-là ont été un petit peu les équipes qui ont amené à cette progression de l'équipe de Suisse. Et c'est des moments en fait, qui sont inoubliables et qui resteront gravés dans les mémoires. Effectivement, vous avez ouvert le chemin aux équipes qui ont gagné des huitièmes de finale par la suite. On pourrait parler pendant un bon moment de ta carrière. Alors, ça va marcher normalement.
Ça ne marche pas. Donc, si on peut passer au slide suivant, qui va illustrer, je l'espère, je me crois sur un plateau de télévision quand j'appelle des images, comme on va le voir sur les images, et des fois elles ne viennent pas, mais on a la suite de ta carrière. On parle beaucoup des 10 ans de ta vie à Arsenal. Ensuite, c'est 7 clubs en 8 ans, des coups durs. Mais c'est trompeur ce chiffre, parce que là-dedans, il y a 4 ans à Hambourg. Tu as d'ailleurs plus de matchs de Bundesliga que de Premier League. Mais les blessures aussi. Et j'aimerais que tu nous parles vraiment de ce moment-là où, dans la carrière d'un footballeur, les choses se mettent sur pause. Est-ce que c'est là qu'on commence à penser à la suite aussi? Les blessures, c'est comme on dit dans la vie, des fois, il y a dans chaque branche, il y a un petit peu des poisons. Et on va dire que pour le footballeur, la blessure est la pire chose qui puisse arriver. Et j'en ai eu quelques-unes. Et surtout, si je peux me permettre de parler de la plus grosse qui m'a, on va dire, le plus impacté, c'était en 2010, en préparation de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où justement, en fait, tu fais tout pour revenir. Tu sais qu'en début d'année, tu commences une année où Wenger te fait confiance, il te donne sa confiance à 100%, tu es prêt à jouer, il te valorise, tes coéquipiers te sentent en pleine forme et bam, le coup de massue. Et en fait, souvent, on oublie que oui, on est des sportifs et on parle souvent d'argent, on parle de tout ce côté un petit peu de confort, mais en réalité, c'est pas ça qui est important. C'est le fait que je ne pourrai plus être sur le terrain, je ne peux plus faire ce que j'aime, ma passion, malheureusement, pendant 9 mois, 10 mois, 12 mois, dépendamment de la gravité de la blessure. Et celle-là, malheureusement, m'a impacté parce que j'ai loupé la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, qui est justement dû à mes origines. J'aurais bien voulu y participer. Donc c'était en fait doublement difficile pour moi, parce que je loupais une saison complète avec mon club. Mais après, c'était le rêve de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud qui était pour moi un désastre. Et ça a été très compliqué mentalement parce que tu te demandes, voilà, tu te poses tellement de questions. Quand c'est que tu vas revenir? Est-ce que tu pourras revenir? Parce que de nouveau, ce genre de blessures aussi sont délicates. On parlait un petit peu d'arthrose, donc du cartilage qui était parti. Donc il y a toutes ces questions qui tournent en boucle dans ta tête. Malgré ça, tu fais une rééducation, mais en sachant que ce n'est pas certain que tu reviennes. Donc voilà, il faut garder cette résilience, il faut garder ce courage, cette envie, cette positivité par moment, même si par moment c'est très 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 compliqué, de répondre présent. Et puis à la fin, on voit un petit peu pas à pas le bout du tunnel, et c'est là qu'on a justement cet espoir et ce sourire qui revient. Mais l'année 2010, ça a été très très compliqué pour moi. Mais c'est dans ces moments aussi que tu t'es construit en tant qu'homme. Parce que finalement, tu as été un footballeur très jeune. À 16 ans, tu étais footballeur. Clairement. Tu as dû devenir un homme. Oui, effectivement. Je pense que dans tout le cheminement, tu deviens un homme, tu apprends plein de choses. Et c'est aussi dans ces moments-là où tu peux regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose que je dis. C'est clair qu'on parle de ma passion, on parle de nos passions, on parle de choses qu'on aime faire, mais je ne suis pas en Syrie ou ailleurs en train de faire la guerre, en fait, ou de vivre des moments tragiques. Je suis un athlète qui a travaillé pour ça. Mais c'est vrai qu'on se remet vite en question et on peut tout de suite aussi relativiser sur la gravité de la chose. Mais de nouveau, c'est pour ça aussi que j'ai toujours été très curieux. Dans ma carrière, c'était très important pour moi de m'instruire, de comprendre quel était le business, les choses que je voulais entreprendre. Et c'est souvent dans des moments comme ça qu'en fait, j'avais plus de temps de pouvoir regarder les choses qui m'intéressaient pour commencer à construire autre que juste le football. Mais c'est ce qui s'appelle m'offrir une transition parfaite, puisque tu as continué et te voici dans la peau de cet entrepreneur, dans cette nouvelle vie. J'ai le sentiment que le 5 juin 2021, c'est le lendemain de l'annonce de ton retrait du football professionnel, tu savais déjà où tu allais et tu étais prêt. C'est juste ou c'est un peu exagéré? Non, clairement, je pense que le fait d'avoir eu une belle carrière et d'avoir essayé de faire les choses toujours le mieux possible m'ont ouvert beaucoup de portes. Et c'est vrai que même pendant ma carrière, j'ai essayé des choses qui n'ont pas toujours abouti. Des fois, on fait des mauvais investissements ou on fait des mauvais choix et ça arrive, mais on apprend constamment et j'ai toujours appris.
Et c'est vrai que pour moi, j'avais une grande force au niveau des médias en Angleterre ou aussi en France et après, par la suite, en Suisse. J'ai toujours investi dans ce qui allait avec mes valeurs. Donc, par exemple, là, on me voit en train de faire du maté. Donc, la marque Brio Maté dans laquelle j'ai investi il y a quelques années maintenant. Donc, pour moi, c'était toujours d'essayer de faire des choses qui me plaisaient, dans lesquelles je savais que j'allais prendre du plaisir et non pas de me dire, ah, ok, tu sais que tu peux sortir avec de la crypto ou tu peux sortir dans ça et tu gagneras tant. C'est toujours des choses qui me tenaient à cœur et des choses comme ça parce que ça a un impact qui est réel dans la société d'offrir des boissons ou des aliments avec les pop-corn aujourd'hui aussi qui sont très pauvres en sucre mais qui amènent en tout cas on va dire une énergie qui dure et non pas juste le short boost d'énergie. Tu vends très bien ton produit, Johan. Et c'était important d'être bien conseillé aussi, parce que tu as effleuré cette question de, voilà, lorsque on réalise une belle carrière de footballeur, on a des moyens à disposition, mais on peut aussi faire n'importe quoi. Et on le voit chez d'autres footballeurs. Comment tu penses que toi, tu as réussi à faire les bons choix, à être bien conseillé? Parce que c'est aussi l'entourage, parfois, qui n'est pas toujours très sain. Pourquoi est-ce que pour toi, ça a pu fonctionner, ça a mieux marché? Alors je pense qu'il y a deux choses. Bien sûr, mon entourage, mais aussi après ma curiosité. C'est-à-dire que on pouvait me dire une chose, mais j'allais toujours checker derrière. C'était important pour moi d'avoir deux ou voire trois avis par moment, juste pour être sûr que ce business plan ou cette chose qu'on me présentait n'était pas forcément une entourloupe ou quelque chose qui était forcément aussi malveillant, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et je vous raconte une anecdote par rapport à ça qui était au lien avec un de mes transferts à Montpellier. Donc je finis à Hambourg et Montpellier vient toquer à la porte parce que je suis libre. Donc quand tu es libre, ce qui est intéressant, c'est que les clubs payent moins d'argent. Ils n'ont pas de fee, en fait, de somme à donner à l'autre club. Mais par contre, ils peuvent te donner à toi un bon contrat, mais quand tu es libre, il y a beaucoup d'agents qui viennent se greffer à ce transfert. Donc, n'importe qui peut venir et dire « Ah, c'est moi qui représente Djourou pour ce transfert ». Donc, il s'avérait que sur ce transfert-là, j'avais reçu... il y avait 3 agents qui étaient greffés, dont mon agent sur ce transfert. Et je me rappelle toujours, donc je prends le train pour aller... et on dira après que les signes montrent pourquoi je n'ai pas signé là-bas, mais je prends le train et cette personne m'appelle et me dit... tu sais que c'est moi qui ai fait le transfert à Montpellier et si tu signes à Montpellier sans que je touche mes dus, fais attention dans la ville, si je te vois, je te casse les jambes. Donc, de genre de menaces comme ça qui arrivent au téléphone, où moi je suis juste un simple joueur de foot qui veut continuer à exercer dans mon métier, et j'ai reçu ce genre de menaces-là. Donc, après, fort heureusement ou pas, je ne sais pas, en fait, la visite médicale n'est pas passée parce que j'avais mon problème de genou qui a fait surface et qui était un petit peu trop gros par rapport à eux. Mais c'est pour démontrer, en fait, que ce milieu où il y a tellement d'argent, chacun essaye de prendre un petit peu ce qu'il peut. Il y a beaucoup de requins et là, c'était un très bon exemple que, bon, déjà, je l'avais senti. Mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent très, très souvent d'être très mal conseillées ou mal accompagnées, clairement. Et dans ton après-carrière, tu essayes beaucoup de choses, tu réussis beaucoup de choses aussi, et parmi celles-ci, il y a ton entrée dans le monde des médias. Oui. Alors, on va le voir. Alors, on va être très sincère, la France a été plus rapide que nous pour te demander, pour sentir ton potentiel, pour te prendre pour les matchs d'abord du championnat d'Angleterre, si je ne me trompe pas. Ça. Ensuite, la Ligue des Champions. Comment ça se fait comment est-ce que la France pense à toi parce que tu es un joueur suisse, ils ont plein d'anciens joueurs français. Clairement. Pourquoi Johan Djourou? C'est une très bonne question, David. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours intrigué. Et je me rappelle, j'étais parti sur un plateau de RMC quelques années en arrière, pendant que je jouais encore. Et on avait eu une très très bonne discussion, très ouverte. Ils avaient trouvé mon élocution aussi très intéressante, donc je pense que ça avait beaucoup plu. Et ils m'ont appelé du moment où j'ai arrêté. Salim m'a appelé en me disant « Écoute, moi je pense que tu as une vraie personnalité. » Comment pour les gens qui ne le connaissent pas forcément? Salim Boungali, il me semble, qui
présentait l'APL sur RMC, qui m'appelle et qui me dit « Joe, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire ». Donc je commence avec la Supercoupe, après c'est la Ligue des Champions, après c'est l'APL, et en fait tu continues la Première Ligue, donc le championnat anglais. Exactement, donc tu continues à vraiment prendre du plaisir dans quelque chose que je faisais moi-même sur le terrain, donc je dois me distancer un petit peu parce que je dois avouer qu'au début c'était pas non plus très très simple d'être au bord et d'être maintenant spectateur et de ne plus pouvoir participer, mais de juste analyser. Et de nouveau, quand tu analyses, tu dois faire attention. J'ai été joueur et je déteste les gens qui ont, ou on va dire les journalistes qui ont des analyses qui ne sont pas constructives, mais qui ont juste en fait un avis tranché pour détruire la personne. Donc j'ai dû apprendre, faire attention à mon langage. À ne pas devenir comme ça ? Exactement. Même si je ne l'aurais jamais été, je pense. Je suis trop sensible à ce genre de choses. Parce que moi, le monde des médias me faisait peur. La critique me faisait extrêmement peur aussi. Je trouve que c'est un monde qui peut être tellement brutal, du sens où tu es un être humain et tu vas ouvrir le journal ou écouter des commentaires de gens qui ne jouent pas eux-mêmes mais qui peuvent se permettre d'avoir un avis assez tranché. Donc pour moi, c'était important d'amener en fait cette substance plutôt du vécu, mais aussi des éléments peut-être tactiques ou que les gens ne voient pas forcément à une nu, d'amener un petit peu des éléments un peu plus complets et peut-être plus judicieux par moment. Et ça ensuite, regardez-moi cette belle photo, on n'est pas beau là. Tu l'as mis à notre service pour la RTS à suivre l'équipe de Suisse. On a vécu ensemble une Coupe du Monde, un Euro. Et là, ce sont tes amis. On le voyait au bord du terrain, lorsque tu faisais une intervention en direct avant le match, les joueurs, évidemment, ils viennent vers toi, et ils te prennent dans les bras. Comment tu as géré, une chose qui m'a frappé en tout cas, c'est que tu apprenais très très vite. C'est-à-dire que par exemple, si je te disais attention, il ne faut pas utiliser le surnom du joueur quand il touche le ballon, c'est pas Richie, mais c'est Rodriguez. Et en fait, très vite, lorsqu'un conseil t'était donné et que tu étais d'accord, bien sûr, tu l'intégrais et la mi-temps d'après, c'était bon. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et comment tu as géré le fait de savoir tant de choses du vestiaire? Parce qu'en plus, tu es arrivé à un moment où il y avait un peu un conflit larvé entre le sélectionneur et son capitaine. Tu savais énormément de choses que tu ne peux pas dire parce que tu as la confiance des intéressés. Mais en même temps, tu es au service du téléspectateur. Comment on fait? En fait, j'ai toujours été loyal, du sens où je pense que la loyauté, pour moi, est une chose très importante. Donc quand je suis assis avec Granit Xhaka et qu'on boit un café et qu'il me divulgue des informations, ce serait tellement injuste d'arriver... Comme quoi, par exemple? Ah pardon, non, justement, loyal, ouais, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, le cadre et la situation est passée, donc on peut les amener. Et je pense que c'est toujours ça aussi que les gens aiment entendre, c'est ces petites anecdotes qui font partie du quotidien du footballeur. Et c'est vrai, avant le match de l'Espagne, de la Ligue des Nations à Genève. On est en juin 2022, je dirais. Exactement. On a une discussion avec le capitaine, il y a Granit Xhaka, il y a Kenji, il y a Mbolo, et on est tous assis au bord d'une table, on boit un petit thé, et je leur demande comment ça se passe. Et effectivement, ça se passait très mal, tu t'en rappelles, défaite au Portugal 4-0, il me semble, assez sèchement et sans réponse. Et ce jour-là, je leur dis, mais les gars, vous êtes tous dans des grands clubs aujourd'hui et vous avez une responsabilité aussi que si vous n'êtes pas d'accord avec le coach, essayez de changer vous-même. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, à la mi-temps du match contre l'Espagne, où Murat Yakin avait envie d'attendre plus bas, il me semble, et que les joueurs, en fait, à la mi-temps ont changé eux-mêmes, ont été mettre un pressing plus haut sur les Espagnols, qui s'était avéré payant. Ils avaient perdu 1-0, mais ils étaient beaucoup mieux en deuxième période. Donc c'est tout ce genre de choses-là aussi en tant que entre guillemets grand frère, et le fait qu'on ait passé tant de moments ensemble, que je puisse encore avoir cette influence sur le fait de, les gars, il faut prendre vos responsabilités, si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Et donc, et ça me fait plaisir aussi d'avoir encore cette connexion et la possibilité d'avoir ces échanges-là avec eux.
Donc on te doit pas mal au final. Non, mais c'est vrai que ces échanges que tu as avec les joueurs, ça continue aujourd'hui encore, ou tu as le sentiment aussi avec les années qui passent que, bah, ma foi, assez naturellement, tu connais peut-être un petit peu moins les jeunes, ou tu tiens vraiment à garder ce contact avec les joueurs actifs? Alors moi, j'y tiens pas. Moi, j'y tiens pas personnellement. Je pense qu'il y a des choses que j'ai pu faire dans ma carrière qui aident à faciliter en fait ce contact. Par exemple, Dan Ndoye, que je ne connaissais pas du tout. Son papa est venu me voir à l'hôtel quand on était justement à Stuttgart pour me dire que je devais faire attention à son fils parce que moi j'avais réussi et que son fils ne s'égare pas. Il faudrait que je le prenne un peu comme mon petit frère. Donc de nouveau, la nouvelle génération, je dois essayer de rester en contact avec Dan pour essayer de voir comment il va, pour essayer de donner des conseils. Donc c'est quelque chose de très culturel aussi. Hein. En Afrique, on a vraiment cette tendance-là à voir le grand frère, le petit frère. Si celui-là a réussi, il faudrait qu'il donne des conseils aux petits frères. Après, avec tous les autres, que ce soit Akanji, Granit Xhaka, Brelem Bolo, Denis Zakaria, encore Mbabou ou Amdouni, c'est des gens de Genève aussi que j'ai cités, donc on a cette connexion naturelle. Mais c'est pas ma volonté, c'est que souvent on a ces échanges cordiaux par téléphone, par message, qui fait que nous sommes toujours connectés. Ouais, j'imagine que ça compte aussi beaucoup pour des joueurs. Il y a beaucoup de gens qui tournent autour d'eux, qui n'ont pas forcément toujours de bonnes intentions, et de savoir que voilà, toi, tu n'as pas d'intérêt là-dedans si ce n'est de les aider. Et aider, c'est ce que tu as fait aussi dans le domaine du football, en continuant et en entraînant les filles de Lancy. Et ça, il faut que tu nous racontes comment c'est né, parce que, ben voilà, en plus de te lancer dans les médias, d'avoir dans l'entrepreneuriat, eh ben, tu es dans le foot de talus, comme on l'appelle, hein, mais c'est pas du tout péjoratif. Non. C'est le football de base. Et avec les filles, comment c'est né? Alors c'est né par tout simplement mes filles. J'ai la chance d'avoir 3 filles à la maison qui ont tout d'un coup développé cette passion pour le football, qui n'était pas du tout là au début, mais C'est qui est... étonnant ça, hein. D'où ça peut venir? Ouais, je sais pas, David, je cherche encore. Par moments, je me pose la question parce que, tu sais, souvent, pendant ma carrière, il y avait aucun intérêt. Pas qu'elle venait pas au stade, mais si on devait prendre un ballon pour jouer au foot dans le jardin, ça aurait duré 2 secondes et demie. On aurait fait une passe et elle aurait dit bon, je vais jouer à autre chose, je vais faire autre chose. Et tout d'un coup, c'est arrivé dans la famille et ça a pris tout le monde en fait. Ça a pris Lou, Aliani et Julia aussi qui a commencé dernièrement. Pardon, excusez-moi. Et pour moi, c'était en fait normal de me dévouer à une cause pareille parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et qui serais-je en tant qu'ancien sportif professionnel si je m'investissais pas pour un meilleur chemin pour le football féminin, de plus grandes possibilités, que ce soit juste aussi pour mes filles, mais pour toutes les filles qui voudraient devenir footballeuses. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement en Suisse, c'est encore, ou ailleurs, c'est encore trop peu considéré. Mais quand je vois le dévouement, l'application de ces jeunes filles, et même au plus haut niveau, je suis estomaqué. Il y a des choses que même moi, à leur âge, je ne faisais pas. Cette motivation de Lou, par exemple, qui est ma plus grande, qui fait tout pour, avec la nutrition, le sommeil, toutes ces choses que nous, à l'époque, on apprenait, donc on ne faisait pas forcément attention. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une vocation. Et pour moi, je suis fier et très heureux de pouvoir faire partie de ce chemin-là et de l'accompagner et d'accompagner toutes les autres aussi que j'accompagne dans cette cause qui est pour moi très importante parce que on oublie, mais le football féminin aujourd'hui est en plein essor. Et c'est vraiment quelque chose, on parle souvent d'égalité, on parle souvent de choses comme ça, mais c'est le sport en fait. C'est le sport qu'il faut mettre en avant. C'est bien sûr une autre intensité. Je dis toujours, ne comparons pas. Ne comparons pas hommes et femmes. Il faut juste le prendre à sa juste valeur. Et aujourd'hui, et je vous l'assure, j'espère que déjà on aura un super Boro, c'est un sport qui est magnifique parce que ces filles-là sont vraiment des passionnés. Et beaucoup d'anciens joueurs ou d'anciennes joueuses, lorsqu'ils ou elles passent de l'autre côté ou entraînent, n'y arrivent pas. Parce qu'il y a ce côté
c'est pas au même niveau que celui auquel j'évoluais, alors ça me frustre. Et, euh, et, et donc le fait d'être tellement loin du niveau que tu as connu peut être difficile à gérer. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'adapter aux filles que tu entraînes, et puis de pas devenir celui qui la ramène en disant ah mais moi quand Bergkamp me faisait une passe c'était quand même mieux que ça quoi. Et malheureusement je donne cet exemple parce qu'on sait que ça existe. Clairement. Non, pour moi, il y a toujours ces petites phrases qui me reviennent dans la tête. C'est celle de ma maman et de mon papa qui disent n'oublie pas d'où tu viens. C'est-à-dire qu'au final, on a tous évolué. On a tous commencé de zéro pour arriver à un point qui était le point prochain. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est l'essence du football. Parce que je pense que d'être au début d'un projet est beaucoup plus beau et beaucoup plus gratifiant que d'arriver où le produit est déjà fini. Je trouve tellement intéressant de pouvoir donner les bonnes bases à ces enfants, à ces filles ou à ces gens que je côtoie et de leur donner justement les bonnes valeurs aussi. Parce que en tant qu'éducateur, je préfère utiliser ce terme-là, c'est que bien sûr, il y a l'éducation footballistique, mais il y a toute l'éducation aussi de la vie, des principes qu'il faut avoir dans une équipe, le fait d'être solidaire, le fait de vouloir d'être motivé. Tout ça, je peux pas forcément leur transmettre. Mais avec les entraînements, avec la présence, elles le développent elles-mêmes. Et pour moi, je fais totalement abstraction de ce que j'ai fait. Et je le dis toujours, mon nom ne doit pas servir à la réussite de ces filles. C'est ce que moi, je vais leur apporter et ce qu'elles vont prendre qui va leur servir. Je me distance totalement du nom Djourou, tout ce que j'ai pu faire. Je me consacre totalement à leur progression et à leur développement. Et donc éducateur, hein, dans ce cas-là, et tu as raison de le préciser, mais continue la passion du terrain, hein, parce qu'on a parlé dans les médias, à la tête d'une entreprise, mais, et je l'ai senti ces 2 années à te côtoyer, entraîner, être à la tête d'une équipe, c'est quelque chose qui te fait vibrer et qui peut être un objectif pour l'avenir. C'est peut-être ça qui va gagner à la fin de tous ces domaines que tu explores. Non, clairement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très très fort en moi, c'est ce besoin de transmettre. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs formes de transmission, mais souvent je me pose la question. C'est vrai que je connais beaucoup de domaines aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, beaucoup grandi avec tout ce que j'ai pu faire dans ma vie déjà à mon âge, mais le terrain est quelque chose qui domine quand même, parce que il y a ces moments d'échange aussi. Je pense que les gens oublient. C'est vrai que souvent quand on est téléspectateur ou téléspectatrice, on voit ce qui se passe sur le terrain. On voit la compétition, on voit le résultat, on voit la victoire ou la défaite. Le 1%. Voilà, mais tout ce qu'il y a dans le vestiaire, toute la préparation mentale, tous ces échanges pour ramener quelqu'un au plus haut alors que cette personne est au plus bas, de trouver les bons mots, d'avoir ces connexions continues dans le quotidien. Pour moi, ça me parle énormément et ça m'anime. Et c'est pour ça que je trouve que trouver des solutions ensemble aussi, d'avoir des gens qui ont le courage de venir et dire « Ok, Joe, ici, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça comme ça ?» Donc ces échanges qui me font énormément de bien et je trouve aussi qui aident pour un meilleur football. Donc pour moi, c'est clair que le terrain, et bien sûr on parle de victoire, de défaite, mais c'est tout ce qui amène à ça qui est important. C'est de voir ces gens prendre confiance tout d'un coup parce que tu leur as dit les bonnes choses. D'ailleurs, un petit exemple, j'ai pris la première équipe maintenant à Lancy, donc on est en 4e ligue, on a une moyenne d'âge de 16-17 ans, j'ai envie de dire. Mais de voir que des nouvelles joueuses qui sont arrivées d'un autre club et me disent directement « mais on m'a jamais appris ça, on m'a jamais parlé comme ça, on m'a jamais dit que je devais faire les choses comme ça ». Pour moi, ça me parle et ça démontre qu'il y a un énorme besoin pour que ces gens, pour que ces filles progressent, d'amener des éléments qui sont constructifs. Donc en attendant de te voir peut-être un jour sélectionneur de l'équipe nationale féminine ou même masculine, tout est ouvert parce que tu passes tes diplômes rapidement. Oui. Tu travailles dans ce sens. Exactement, aussi, oui, je passe les diplômes. Actuellement, le rôle que tu occupes, il est passionnant aussi. Oui. Coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine en vue d'un Euro
en Suisse. Et on parlait, et on va boucler la boucle, au cœur des grands événements. Et ben, tu vas vivre un grand événement en Suisse, dans la peau, pas d'un joueur, mais de quelqu'un qui est avec un staff, qui est avec une équipe et qui est en train de tout mettre sur pied aujourd'hui pour que ça se passe le mieux possible. Oui, effectivement, et on ne réalise pas, je pense. Je ne sais pas si les gens réalisent, bien sûr. Tout le monde n'est pas fan de foot, mais de vivre un euro dans son pays est quelque chose d'unique. Et nous avons la chance de recevoir l'euro féminin ici. Et dans mon rôle, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le disais auparavant, il y a tout ce côté, bien sûr, du vécu, d'amener aussi cette crédibilité au sport, parce que souvent, j'ai l'impression que les filles ne sont pas forcément prises au sérieux. Il y a souvent ce retrait ou ce manque de considération par rapport à ce qu'elles proposent. Et pour moi, c'est justement d'amener ce plus avec là, peut-être, oui, mon nom et mon vécu pour dire que non, il faut qu'on amène un peu plus d'égalité sur ce terrain-là et qu'il faut donner la chance à cette équipe de Suisse de faire le meilleur euro possible pour représenter la Suisse, mais pour aussi, surtout, ouvrir des nouvelles portes, parce qu'on le sait, un euro positif avec de bons résultats ouvrira beaucoup de choses pour le football féminin à Genève, à Berne, à Saint-Gall et ailleurs, justement pour une progression et surtout pour la jante féminine. Je pense qu'aujourd'hui, les codes doivent s'arrêter sur le fait que ce sport-là est un sport pour tout le monde, comme dans la rue. On parle du football, au début, on prenait le football, c'est un ballon qui ne demande pas beaucoup de moyens et tout le monde joue. Et j'ai de la chance avec le Mondialito d'ailleurs, qui fait où on peut rassembler des enfants, des garçons et des filles qui jouent ensemble pour une cause qui est de prendre du plaisir, qui est le football. Et c'est la même chose avec cet euro, c'est de faire une grande fête et espérons que l'équipe de Suisse aura un euro magnifique. Merci, Johan. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, merci à vous.